Madame, monsieur, bonjour. Ça fait longtemps que vous attendez? Oh, moi? Oh, moi, je suis mort en 1794. Alors, comme mon maître, autant vous dire, ça fait 222 ans que j'attends. Et la petite nouvelle, là, ça fait simplement 146 ans. Elle n'est morte qu'en 1870, la petite Jeannette. 222 ans quand même. Ah oui, et encore, j'ai laissé la place à mon maître. Ah oui, c'était un bon maître, oui. Oh, je lui ai toujours été dévoué, je me suis même sacrifié pour lui. Oh, le pauvre. Et vous, monsieur? Oh, moi, je suis mort en 1900. Il y a 116 ans que j'attendais dans une autre salle avec d'autres. Ah, 116 ans avec la même compagnie. C'est un peu pesant. Mais il y avait bien des gens intéressants, mais l'intéressant n'a plus d'intérêt quand il n'intéresse plus. J'aime bien changer. Eh bien, 116 ans, vous n'êtes pas près de passer. Hein? Ah non, ça... Et vous ne vous ennuyez pas? Oh non, non, on discute, on discute. Depuis 146 ans? Oui, parce que si on change de salle, on risque de se retrouver à la queue. Surtout si certains en laissent passer d'autres. Oh, mais excusez-moi, madame, mais laisser passer l'amiral est un acte civique, que je sache. L'amiral? Oui, l'amiral du Chafaud, monsieur. Oh, l'amiral du Chafaud ici? Oui, et il a préféré partir et me laisser seule en compagnie de ce drôle d'oiseau. Oh, mais je vous remercie, madame, mais plaignez-vous de ma compagnie. Sachez que je peux être galant aussi. Hey, je vous laisserai passer quand ils appelleront le suivant. Je vous laisserai même trépasser. Les femmes et les enfants d'abord, comme on dit dans la marine. Et qui décide? Parce que c'est long, un peu. Ah, vous savez, c'est là-haut, hein. C'est au bureau. C'est le barbu qui décide. Oui, parce qu'on croit que quand on meurt, on y va tout de suite. Mais c'est faux, c'est faux. Il faut toujours passer par la salle d'attente avant le grand repos. C'est pour ça que j'ai laissé passer mon maître. Il avait besoin de repos éternel, le pauvre. Oh, mais excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Georges de Villebois-Mareuil, né le 22 mars 1847 à Nantes, et mort à 53 ans le 5 avril 1900 dans la contrée de Boschoff, en Afrique du Sud. Et vous? Oh, madame ne se présente jamais. On vous présente, madame. Ah oui, mais comment fait-on? Ah ben, dans le grand livre. Dans le grand livre. Ben oui, le livre de l'histoire des personnalités qui sont passées et qui ont jalonné l'histoire de Montaigu et de ses terres. Une sorte de guide du patrimoine humain montagutain. Ah oui, un genre de Wouzbou de Montaigu. Ah non, pas d'anglais, s'il vous plaît. Eh bien alors, allez-y, présentez-moi cette personne. Monsieur... Rouflaquette, appelez-moi Rouflaquette. Non, non, pitié, pas lui et pas lui. Allons, Rouflaquette. J'attends. Vous ne savez donc pas lire? Lire, mais pourquoi faire? Mes parents m'ont balancé sur un rafio à l'âge de 10 ans. Alors la mer, c'est pas fait pour lire, croyez-moi. Et pourquoi diable portez-vous des lunettes alors? Des lunettes, mais pour voir, et pour bien voir. C'est l'amiral qui me les a offerts, oui, pour voir au loin. Les drapeaux, les pavillons, surtout le bleu marine, croisé de blanc, avec une croix rouge au milieu. Laissez-moi présenter cette dame que vous appelez madame depuis tout à l'heure. Allez-y. Alors, ici me dites-vous, hein? Oui. Née en 1798 pendant la Restauration, fille de François Ier, mariée à 18 ans au duc de Berry, l'héritier de la grande dynastie des Bourbons. Donne naissance en 1820 au petit Henri-Charles Ferdinand Marie Dieudonné d'Artois qui deviendra duc de Bordeaux. En 1832, vous organisez un grand soulèvement légitimiste dans le but de rétablir la royauté en France et d'installer votre fils sur le trône. Vous êtes arrêté, exilé et vous mourrez en Autriche le 16 avril 1870. Vous êtes... Marie-Caroline de Bourbon, duchesse de Berry. Oui. Vous l'applaudissez. Dites-moi, mais que c'est bien fait ce guide, dites-moi. Chaque personnage a sa famille, ses faits d'armes, ses références, ses relations légitimes, ses aventures illégitimes. Oh tiens,
À aventure illégitime, les pages sont déchirées. Ah oui, elle les a mangés il y a 50 ans. Oh, mais j'avais un petit creux. Mais dites-moi, De Berry, ça n'a rien à voir avec la rillette. Oh, monsieur fait de l'esprit. Voilà, continuons. Je suis nouveau, je découvre. Cherchons Rouflaquette. Ah, c'est bon. Oui, Rouflaquette. Pattes de cheveux et de poils descendant sur les joues. C'est tout ce qu'il y a sur vous, monsieur. Pattes de poil, pattes de poil. Raillez, madame. L'amiral eût été là, vous ne vous seriez pas permis. Ils ont dû m'oublier là-haut au bureau. C'est les autres au bureau. Et vous, monsieur Villebois-Mareuil, avez-vous des liens avec les terres de Montaigu? Oh, certes, Ah. certes. J'ai passé toute mon enfance sur ces terres, au château de Bois-Corbeau, à Saint-Hilaire-de-Loulette, tout près d'ici. Ah, les terres de mon enfance. Je courais dans les champs, la douceur de vivre. Et puis j'écoutais, j'observais les oiseaux migrateurs en particulier. Ils m'ont toujours fait voyager. Ah. Déjà, j'avais envie de voir d'autres contrées, Oh. d'explorer d'autres continents. Oh, un château. J'adore les châteaux. Ça me rappelle Rony. Ronnie Schneider? Mais non, Rony-sur-Seine. Ah. Oh, où je vivais paisiblement dans mon château. Mais vous devez être dans le grand livre, vous aussi, monsieur. Laissez-moi y promener mes yeux. Alors, Villebois-Mareuil. Oui, alors, nous y sommes. Vous réussissez le baccalauréat à 16 ans. Pas mal. En 1865, vous êtes admis à l'école militaire de Saint-Cyr. Vous en sortez sous-lieutenant en 1867 à 20 ans. Tout le monde n'est pas sorti de Saint-Cyr ici. Officier de l'infanterie de marine, envoyé en Cochinchine, dites-moi, monsieur a voyagé? Oui. Et c'est pas fini, vous allez voir. Ah. 1870, promu capitaine à 30 ans, vous entrez à l'école de guerre. Vous faites l'essentiel de votre carrière dans les colonies d'Afrique entre 1881 et 1893. Campagne de Tunisie, promu au grade de colonel à 45 ans, ce qui fait de vous le plus jeune colonel de l'armée française. Oh, vous me plaisez, monsieur. Mais nous n'avons pas le même âge, madame. De plus, je suis veuf et j'ai toujours été fidèle à mon épouse. Bon, bien, je poursuis. En 1893, donc, vous perdez votre épouse. Oh, désolée, je ne suis pas allée assez loin. En 95, vous décidez de quitter l'armée. En 1896, désormais rendu à la vie civile, vous vous lancez en politique. Échaudé par l'affaire de Fachada au Soudan en 1898, d'ailleurs, incident diplomatique sérieux qui opposa la France au Royaume-Uni. Les Britanniques venaient une fois de plus se mêler de ce qui ne les regardait pas. Où ça, des Britanniques, où ça? Oh, calmez-vous, Rouflaquet, calmez-vous. Donc, pour laver cet affront qu'on avait fait à la France, vous vous enrôlez ensuite du côté des Boers en 1899 en Afrique du Sud. Vous êtes Georges de Villebois-Mareuil. Oui. Aux côtés des Boers. Non, des Boers. Alors, qui sont ces Boers? Eh bien, ce sont les descendants des premiers colons d'Afrique du Sud, d'origine hollandaise, allemande et française. Boers, ça veut dire fermier en hollandais. Comment vous dire, c'est la première communauté blanche d'Afrique du Sud. Oui, des africaneurs, quoi. Voilà. Et l'Empire britannique voulait s'emparer de leur territoire. Où ça, des Britanniques? Rouflaquet, calmez-vous. Le 5 avril 1900, lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai revu les oiseaux de mon enfance et je les ai suivis. C'était durant un combat contre les Britanniques. Les Britanniques, où... Oh. Bon, d'accord. Je m'aperçois, monsieur Rouflaquette, que vous avez, vous aussi, une dent contre les Britanniques. Oh, j'en ai presque plus, vous savez. Mais j'en ai encore assez pour bouffer du roast beef. Maudit buveurs d'eau chaude, qu'ils y restent dans leur pays. Ah oui, moi depuis la nuit des temps, ils arrivent avec leur flotte. Ils débarquent, ils colonisent. Ensuite, ils veulent faire leur loi et après, ils s'en vont. Alors moi, je dis Brexit, qu'ils y restent dans leur pays. Moi,
Moussaillon est serviteur de l'amiral. Je jure devant son portrait que je n'ai jamais tremblé devant un mangeur de pudding. Et c'est pas eux qui me feront mourir, plutôt crever. Mais vous êtes déjà mort, Rouflaquette. Oui, d'accord, mais c'était pas un Anglais. Regardez, à Amiral, ce qu'on en a fait, nous, des Anglais, nous, les marins d'audace. Alors, du chafaud. Alors, Attendez, du chafaud. attendez, c'est à moi de lire. Eh oui. Vous ne savez pas lire. Bah si, que cette page. Enfin, ce qui m'intéresse. Hein. Alors attention, Sablier. Né à Nantes en 1708, meurt le 27 juin 1794. Bon, alors, il passe son enfance au château de la Sénardière à Boufféré, que possédait sa famille. Il entre jeune dans la marine royale. Lieutenant des armées navales françaises, il se distingue une première fois au large du Cap Finistère. Pendant la guerre de succession d'Autriche, oui, j'y étais avec lui. Ensuite, il effectue plusieurs missions de ravitaillement dans les établissements de Nouvelle-France. Canada, Guadeloupe, les Antilles, oui, on a voyagé, monsieur, nous aussi. Pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, il commande la bataille d'Ouessant en 1778. J'y étais. Retiré en Vendée à la Révolution dans son château de Melay et dans sa maison rue Noire à Montaigu, il est arrêté et meurt en 1794 à Nantes. Vous êtes Louis-Charles Duchafaud de Bénet, comte Duchafaud, l'amiral. Mais vous n'avez pas le droit de dire la réponse. Ah bah non. Ah bah si, puisque c'est pas moi. On devrait faire un jeu de questions avec ce truc. Bref, bon, l'amiral, un aventurier, un héros en somme, comme vous, monsieur Villebois-Mareuil, n'est-ce pas? Oui, certes. Mais surtout un formidable navigateur. Ah oui, en navigation, hop. Je tiens à apporter quelques précisions. Je suis monté à Brest sur l'Atalante à 10 ans, comme Moussaillon sur le commandement de l'amiral Duchafaud. Et j'ai remis le pied à terre que 31 ans plus tard, et toujours avec l'amiral. Alors des batailles, j'en ai vécu quelques-unes, messieurs, dames. Ah oui, 31 ans sur le pont avec l'amiral, à sillonner l'Atlantique, 31 ans à se battre pour le royaume de France contre l'Empire britannique. En 1778, l'amiral commande la bataille d'Ouessant. C'était contre qui? Hein? Contre Les Anglais. Les Anglais? Oui, on les a ratiboisés, une raclée. 400 morts chez eux. Seulement 120 chez nous. Alors ça, c'était pas une bataille de feignants, je vous le dis. C'est à ce moment-là qu'on a surnommé l'amiral l'homme d'Ouessant. Puis, quelques années plus tard, il prend sa retraite et je l'ai suivi au château de Melay comme fidèle serviteur. Ah oui, on était bien au château de Melay. Oh, les châteaux, mais quelle belle vie. Nous vivions paisiblement au château de Rosny, Rosny-sur-Seine, vous connaissez. J'adorais la peinture, le théâtre, la musique, les livres, enfin, les arts en général. J'avais la plus exceptionnelle bibliothèque de mon temps, des éditions rares d'une formidable qualité de reliure, un ensemble magnifique de plus de 8000 volumes. En 1820, je me promène avec le duc de Berry, bien sûr, quand un bonapartiste qui voulait éteindre la dynastie Bourbon l'assassine, là, froidement devant mes yeux. Je m'évanouis, je m'écroule. Oh, j'étais enceinte. Oh, j'étais enceinte. J'ai 22 ans. On m'installe aux Tuileries où j'accouche du futur duc de Bordeaux, surnommé l'enfant du miracle et dernier héritier de la dynastie Bourbon. Et en tant que mère du dernier héritier du trône de France, on me donna le titre de Madame. Oui, dorénavant, appelez-moi Madame. Et j'y tiens, messieurs, et que la France entière m'appelle Madame. Oui, mais et la Vendée, alors? La Vendée. Oh, j'y fis mon premier voyage en 1828. Oh, très cher Vendéen, si de nouveaux orages venaient à troubler notre patrie, c'est au milieu de vous que je voudrais reconquérir le trône pour mon fils. En 1830, mon fils n'étant pas légitimé, toute la famille royale
s'est vu exilé en Italie, à Venise. Oh, Venise, son art de vivre, ses fêtes, quel délice! Mais une seule pensée m'obsédait, regagner ma France. J'ai 34 ans. Je débarque alors à Marseille dans le seul et unique but d'installer mon fils, le duc de Bordeaux, au pouvoir. Je lance donc un grand mouvement favorable au rétablissement de la royauté pour organiser un soulèvement légitimiste. Et c'est bon à rien de Marseillais, bien installé au soleil, ne bouge pas. Le gouvernement eut vent de la conspiration. Je deviens alors l'ennemi public numéro 1. On me traque, on me cherche. En me rappelant mon voyage en Vendée, c'est dans cette fidèle Vendée et avec ces fidèles partisans que je pouvais reconquérir le trône pour mon fils. Le réseau s'organise, galope de ferme en ferme, de village en village. On prend les armes! On prend les armes! Proflaquette. Le 17 mai 1832, une petite voiture à cheval emprunte la digue de Montaigu. La petite voiture aux vitres teintées se dirige vers le château de la Preuille à Saint-Hilaire-de-Loulay. Le cocher stoppe son véhicule pour désaltérer son cheval. Il fait très chaud. L'occupante de la voiture, en l'occurrence Madame, Moi, pense qu'elle est arrivée dans la cour du château. Elle décide alors de descendre de la voiture. C'est à ce moment-là que tout s'enchaîne. Le cocher fouette son cheval. La voiture part. La duchesse, déséquilibrée, se raccroche à la poignée intérieure de la porte, les pieds dans le vide. La poignée cède et la duchesse tombe entièrement dans les temps. La voiture continue son chemin. Le cocher n'a pas de rétroviseur, pensez donc, sinon il aurait fait demi-tour. La duchesse, d'une main, se récupère sur le bord de la digue. Elle lève la cuisse sur le bord de la digue et en ressort trempée. Pas farouche, elle se dévêtit et étend ses vêtements sur l'herbe. Elle s'allonge nue derrière une haie, pestant contre son vaurien de cocher. Au loin, enfin pas si loin, de très jeunes soldats, partis de Nantes et rejoignant leur garnison à Rochefort, s'empressent d'aller se moquer. Il découvre alors, derrière cette haie, un corps de femme nue, allongé, assoupi dans l'herbe, les yeux ébahis par la beauté de la personne. Les jeunes gens se bousculaient pour la regarder, comme si la Vierge leur était apparue. La Vierge qui n'allait peut-être pas le rester longtemps. C'est alors qu'un coup de sifflet militaire du chef de garnison retentit, rassemblant les jeunes hommes en moins de temps qu'il n'en faut pour siffler. Cette troupe repartit alors. Un des jeunes soldats, bourré d'inspiration et de poésie, eut le temps en chemin d'écrire cette merveilleuse chansonnette bien connue pour donner du courage à ses camarades. Il l'appela le fantasme du fantassin, ou la digue du cul, ou de Nantes à Montaigu. Chanson qui a désormais une renommée internationale et fait partie du patrimoine montagutain. Vous avez de la chance, madame. Vous avez une chanson qui parle de vous et de Montaigu. enfin j'ai surtout eu de la chance de ne pas passer à la casserole, comme on dit chez les paysans. La légende dit qu'elle aurait pu être l'hymne de notre beau pays. Ah, on l'aurait appelée la Montacutaine. C'est tout de même mieux que la Marseillaise. Imaginez-vous un instant, votre bon président. Chantez à pleine gorge la Montacutaine en finale de la Coupe d'Europe. Hein? Les joueurs, l'entraîneur, les supporters, le Stade de France en entier auraient chanté la Montacutaine. De Nantes à Montaigu. Ça aurait été un soulèvement, madame. Ça aurait eu de la gueule. On les aurait bouffés, les Portugais. Oh. Oui. Alors. On y est rendu. Là. La voiture file. Elle s'arrête dans la cour du château de la Preuille. Le cocher ouvre la porte aux vitres teintées. Personne. La voiture est vide. Pris de panique, il repart et fait le chemin à l'envers, pensant retrouver la duchesse. C'est en arrivant près de la digue de Montaigu qu'il vit madame assise, rhabillée de sa robe trempée, les pieds dans l'eau. Elle attendait son idiot de cocher. Oui, viens là, toi, sale petit vaurien. Donne-moi ton pantalon noir, ton gilet
gilet jaune, ta blouse, ta veste et ton bonnet. Et maintenant, enfile cette robe. Et ils repartirent pour la preuille. En arrivant dans la cour du château, où quelques chefs du réseau l'attendaient, on vit descendre de la voiture Madame en habit d'homme. Les autres cochers présents s'écrièrent « C'est Petit Pierre, c'est Petit Pierre, c'est Petit Pierre !» figure bien connue du syndicat des cochers. Alors c'est ainsi que pour la suite de l'histoire, Madame prit pour nom d'emprunt Petit Pierre. Mais ce que vous venez de dire est totalement faux. J'étais habillée en paysan, voilà tout. Mais enfin, Madame, puisque c'est écrit, et puisque la légende le dit, Mais enfin, on lui fait bien dire ce que l'on veut à la légende. Mais si la légende le dit, c'est qu'il y a du vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Mes partisans s'organisent, marchent sur Médon, sur Aigrefeuille. On sonne le tocsin. Mes plans sont découverts par la police. Les meilleurs limiers parisiens me traquent à nouveau. On retourne le département. Je reste introuvable. Habillée en Petit Pierre, j'arrive à Nantes, chez les demoiselles du Guény, rue haute du château. Ayant soudoyé mon homme de confiance, les limiers encerclent la maison où je me cache. Nous restons introuvables. Durant 20 heures, de minutieuses perquisitions nous font battre le cœur de peur. Quand deux abrutis de soldats, ayant froid, décident de faire un feu dans la cheminée. Nous n'en pouvons plus, nous suffoquons. La plaque rougit, la fumée nous asphyxie. Nous étions cachés dans le réduit derrière l'âtre de la cheminée. Ah, mais quand je vous disais qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, hein. Oh, nos robes prennent feu, je n'ai plus le choix. Je me rends. Prisonnière, on m'embarque sur un vaisseau de 16 canons, jusqu'à Saint-Nazaire, puis jusqu'à la prison de Blaye. Oh, mais quelle défaite! Quel désespoir! Non, vraiment, je ne veux plus qu'on me conte ces déboires. Laissez-moi en paix. J'ai besoin de repos. Ah, mais vous aussi, vous avez été arrêté, alors, madame, comme l'amiral. l'amiral a été arrêté. Oui, l'amiral a été arrêté, mais avec les honneurs. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais que cherchait-il donc? Oh, rien. L'amiral encourageait l'insurrection vendéenne durant les guerres de Vendée. Et pendant le combat de Montaigu, le 30 septembre 1793, on vit l'amiral donner des ordres du haut de sa fenêtre et diriger le combat qui se déroulait devant lui. Quand il vit les fantassins républicains arriver, bleu marine et rouge croisés de blanc, il les prit pour des Anglais. C'est alors qu'on vit l'amiral gesticuler du haut de sa fenêtre et il donnait des ordres à bâbord, chargez les canons, feu! Et il embrochait du roast-beef transparent et il coupait des têtes de la perfide Albion invisible. Quand ils sont venus le chercher, j'ai dit non, stop, ne touchez pas à l'amiral. Et je me suis précipité sur l'officier républicain Chavannes. Maudit Chavannes qui m'a embroché comme un vulgaire poulet. Ah, j'ai juste eu le temps de lui susurrer à l'oreille. Roast beef. C'est mon insulte préférée, hein, c'était pas un anglais. Roast beef. D'échafaud n'ira pas à l'échafaud. Et j'ai mouru. Et ensuite, ils ont arrêté l'amiral. Ils l'ont emmené à la prison de Lucençay à Nantes, où il meurt quelques mois plus tard. Il a 86 ans, il meurt plus d'ennui et de chagrin que de son vieil âge, le pauvre. Mais qu'en est-il du trésor? Ah, mais de quel trésor parlez-vous, madame? J'ai entendu parler du trésor de Duchafaud. Mais que voulez-vous en faire, mamie? Ou plutôt, devrais-je dire ma morte, puisque vous êtes mi-morte, madame. Enfin, Rouflaquette, Duchafaud avait bien un trésor, puisque la légende le dit. L'amiral, monsieur, l'amiral. Et puis, vous savez, les légendes... Alors? Alors, il y avait bien un trésor. Et Il y avait un trésor, et il y a toujours un trésor, oui. Il y avait un trésor de 2000 pièces, lustrées, brillantes, clinquantes. Oui, enterrées non loin du château de Melec, hein. Donc 1700 pièces, enterrées non loin du château de Melec, qu'un cuisinier a trouvé il y a quelques années. Un cuisinier.
Oui, quelqu'un qui cherche un trésor avec une poêle à frire, moi, c'est un cuisinier. Hein. Et les 300 autres pièces, alors? Les 300 autres pièces étaient cachées dans une cassette, dans une cheminée. Et c'est ce qu'a trouvé Chavannes quand il est venu arrêter l'amiral. Maudit Chavannes. Et il a cru qu'il avait trouvé le trésor de Duchaffaut. Ah, l'abruti. Alors, mais pourquoi dites-vous qu'il existe toujours un autre trésor? Ah, mais parce que ces deux petits trésors, représentant 2000 pièces d'or, n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Il y avait donc un autre trésor. Un autre 10 autres, oui. Et je le sais, j'y étais, oui. Ces pièces d'or, je les ai vues en chair et en os. Et mon limbago s'en souvient encore. J'ai chargé 10 sacs de toile de jute pleines de pièces d'or dans une carriole en pleine nuit. Et avec l'amiral, nous sommes partis à la lanterne, direction le Pré-Carré. Et là, j'ai creusé 10 trous, 10 énormes trous, durant toute la nuit. Et au petit matin, l'amiral me dit, « Rouflaquette, tu planteras un chêne à chaque emplacement. » Ce qui fut dit, fut fait. Et maintenant, il doit y avoir une belle et magnifique haie de gros beaux chênes qui traverse cette prairie en deux sur une ligne droite et qui la sépare. Et moi, je sais où il est, le vrai trésor de Duchaffaut. Oui, je le sais, ah oui. Il est à la salle. Mais vous êtes déjà mort, Rouflaquette, et nous aussi, donc vous pouvez nous le dire. Oui, nous sommes morts. Mais eux, hein? Ah, vous avez raison. Il vaut mieux que cela reste une légende. Oui, et les terres de Montaigu ne sont-elles pas des terres de légende? Oui, comme la chanson. Mais vous, madame, vous n'avez fait que passer, en fait, à Montaigu. Ah oui, monsieur. Mais pour marquer l'histoire, il faut que vous soyez là au bon moment et qu'on vous y voie. Tomber le cul dans l'eau, en l'occurrence, n'est pas donné à tout le monde. Absolument. Bien d'autres grands hommes et de grandes femmes sont passés à Montaigu et n'en ont pas pour autant une renommée nationale. Tenez, Clémenceau est passé à Montaigu. Est-il tombé le cul dans les temps? Non. Non. Napoléon, Vercingétorix sont passés aussi. Sont-ils tombés dans les temps de la digue du château? Non plus. Non. Oh, quelques historiens mal informés auraient bien pu en inventer la légende, hein? L'histoire de France est faite de légendes, de contradictions, de romances. Les versions officielles sont toujours officieuses et subjectives. Nous ne sommes pas sûrs des sources de l'auteur, ni de ce que vous venez d'entendre, mais cela s'approche de la vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Ouais. Alors maintenant, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte, et surtout, suivez le guide. Ouais. Bravo.